Je suis très honoré de pouvoir présenter Jabotinsky, surtout ici à Emouna, et c'est un petit peu émouvant même d'être à cet endroit. Effectivement, comme l'a dit Stéphane, parmi les grands hommes qui sont disparus cette année, il y avait le professeur Benzion Netanyahou, que la presse a souvent désigné comme étant le secrétaire de Jabotinsky. En fait, ce n'était pas vraiment exact. Je crois qu'il était bien plus que le secrétaire de Jabotinsky. Il était en fait quelque part son héritier au point de vue intellectuel. Et pour ceux d'entre vous qui ont eu la chance de voir le très beau film que la télévision israélienne a consacré à Benzion Netanyahou quelques jours après son décès, eh bien vous vous rappelez peut-être avoir vu ces images du père donc, de Bibi Netanyahou à New York au début des années 40, en pleine guerre, en train de mener des contacts politiques avec les deux grands partis politiques américains et finalement en train de jeter les bases de ce qu'on appelle aujourd'hui le lobby juif américain qui à l'époque n'existait pas du tout. Et il faut savoir qu'en fait c'est Benzion Netanyahou qui avait persuadé Jabotinsky de venir s'installer aux États-Unis où Jabotinsky est mort de manière assez tragique en 1940. Et en fait c'est Benzion Netanyahou qui l'avait convaincu, qui lui avait dit que à partir à cette période où les États-Unis n'étaient pas encore la grande puissance qu'ils sont devenus aujourd'hui, eh bien, il sentait que les grandes puissances étaient en train d'évoluer, le monde évoluait, et qu'il fallait que le mouvement sioniste révisionniste s'implante aux États-Unis pour pouvoir avoir une influence politique sur la puissance émergente qu'étaient à l'époque les États-Unis. Et je rappelle qu'à cette époque, le centre politique du monde se trouvait encore en Europe. Et évidemment, tout a basculé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est Benzion Netanyahou qui a eu cette intuition. Et quelque part, dans ce film, on voyait bien que du point de vue intellectuel et politique, c'était Benzion Netanyahou, c'était quelque part, je dirais, le véritable héritier de Jabotinsky, parce que du point de vue de la stature intellectuelle, c'est vraiment la personne qui lui ressemblait le plus, même s'ils n'étaient pas d'accord sur tout. Et notamment... En deux mots, il y avait un grand débat qui secouait à l'époque le mouvement sioniste révisionniste aux États-Unis, c'était de savoir quelle était la priorité. Est-ce qu'il fallait se battre pour essayer de freiner la Shoah ou même en tout cas de porter secours aux Juifs d'Europe menacés d'anéantissement? On commençait déjà à avoir quelques informations, même si les informations les plus concrètes sont arrivées encore au milieu de la guerre. Ou alors, est-ce que la priorité, c'était la construction de l'État juif, qui lui aussi était encore un État d'embryon, c'était encore le Yishuv, et c'était encore des circonstances très dramatiques sur lesquelles on pourra dire quelques mots. Eh bien, il y avait une division au sein du mouvement sioniste et du mouvement sioniste révisionniste entre les partisans de la lutte contre le nazisme à tout prix et les partisans de la construction du Yishuv. Et notamment, il y avait un personnage un peu oublié, méconnu peut-être du public francophone, qui s'appelle Hillel Kook, qui était le neveu du grand rabbin Kook, qui était un militant sioniste révisionniste très connu et qui, lui, a déployé beaucoup d'efforts pour mobiliser les Juifs américains contre la Shoah, qui a fait des choses extraordinaires, qui était peut-être un petit peu la seule voix juive américaine qu'on a entendue pendant la Shoah. Aujourd'hui, on dit beaucoup, et on dit avec raison, que les Juifs américains n'ont pas été à la hauteur. Il y avait quand même une partie du judaïsme américain qui s'est battue contre la Shoah à cette époque, qui a voulu faire pression sur le gouvernement Roosevelt notamment. C'était Hillel Kook et son groupe qu'on appelait le groupe Bergson. Tout ça pour dire qu'il y a un lien direct, une filiation presque familiale, en tout cas une filiation politique très nette, qui relie Jabotinsky et la famille Netanyahou. Et encore avant-hier, on a eu un très beau film aussi sur Yoni Netanyahou à la télévision israélienne. Et on a revu les mêmes images qui avaient été diffusées il y a quelques semaines, où on voit la famille Netanyahou, et peut-être j'en dirai quelques mots tout à l'heure. On voyait surtout l'éducation très sioniste qu'ont reçu les trois fils Netanyahou. Et donc on comprend qu'il y a une filiation directe. Et de ce point de vue-là, il est évident que Netanyahou, quelque part, il est le dépositaire de l'héritage de Jabotinsky, même si, évidemment, la question, c'est de savoir qu'est-ce qu'il a fait de cet héritage, est-ce qu'il a été à la hauteur. Évidemment, c'est une question sur laquelle on pourra revenir tout à l'heure. Alors, tout ceci pour dire, si vous voulez, pour introduire le sujet, évidemment, avant de parler de savoir quel est l'héritage, qu'est-ce qui reste aujourd'hui de Jabotinsky, je voudrais bien entendu présenter quelle était sa personnalité mal connue, souvent calomniée, souvent insultée ou diffamée, et quelle a été surtout son œuvre et son apport essentiel à la pensée sioniste et à la construction de l'État d'Israël. Alors, il faut savoir que Jabotinsky, c'est vraiment un des pères fondateurs du mouvement sioniste, et quelque part, je dirais que c'est peut-être lui le seul héritier de Théodore Herzl. En tout cas, je dirais que c'est le véritable continuateur d'Herzl, et j'expliquerai pourquoi.
Et d'ailleurs, c'est lors de sa très brève rencontre, un petit peu manquée avec Herzl, qu'il relate dans ce livre, qu'il a compris finalement qu'il est devenu sioniste. Il dit dans ce livre qu'on ne sait jamais à quel moment est-ce qu'on devient, est-ce qu'on acquiert une croyance ou une foi, et lui-même, il ne sait pas à quel moment il est devenu sioniste, mais malgré tout, on comprend en lisant le livre qu'il y a deux événements qui l'ont marqué, c'est le pogrom de Kishinev en 1904 et le congrès sioniste à la même époque, au cours duquel il a rencontré Theodor Herzl. Mais avant de venir, peut-être, je m'excuse si mon exposé ne suit pas un ordre chronologique, parce que c'est pas toujours évident et c'est pas toujours la meilleure façon d'exposer les choses, mais je voudrais quand même parler de la jeunesse et de l'enfance de Jabotinsky, parce que c'est important aussi pour comprendre qui il est. Eh bien, il faut savoir qu'il a grandi à Odessa, qui est une ville au climat intellectuel très spécial et très différent de celui de ce qu'on appelait la zone de résidence, qui était cette très vaste zone géographique s'étendant sur des milliers de kilomètres carrés entre la Pologne et la Russie, et qui a toujours été ballottée entre différents pays au gré des frontières et des traités de paix, des guerres et des traités de paix. Eh bien, la majorité des Juifs et la majorité des dirigeants sionistes venaient tous de la zone de résidence et donc quelque part venaient un peu du ghetto, ce qu'on pourrait appeler le ghetto. Ils avaient un peu je dirais pas cet esprit du ghetto, mais ils avaient grandi dans une atmosphère où les Juifs étaient confinés, où les Juifs n'avaient pas tous les droits et n'avaient pas la liberté que pouvaient connaître les habitants de Odessa, qui elle était une ville ouverte, un port, qui était aussi une ville très cosmopolite, et que Jabotinsky a décrite notamment dans un très beau roman qui a été traduit il y a quelques années en France, qui s'appelle Les Cinq, qui est son roman le plus célèbre, avec aussi son roman biblique Samson, qui a aussi été traduit en français. Donc finalement, on connaissait un petit peu en France Jabotinsky, le romancier, et ce que j'ai voulu faire connaître au public français avec ce livre, c'est évidemment la vie de Jabotinsky, et Jabotinsky l'homme politique, et j'espère aussi, si Dieu veut, poursuivre sur cette lancée en traduisant aussi ses textes politiques. Donc, dans cette ville d'Odessa, très cosmopolite, il a très jeune été confronté, je dirais, à la fois à la diversité humaine, à la diversité politique et culturelle. C'est pas étonnant que ce soit devenu un écrivain et un journaliste très polyglotte. Il faut savoir aussi que c'était quelque part, il avait un génie intellectuel très précoce. À l'âge de 20 ans, il était déjà un journaliste très connu du public russe. Et tout ça, quelque part, c'est lié aussi à l'atmosphère dans laquelle il a grandi, donc dans cette ville, et aussi à l'éducation qu'il a reçue, surtout de sa mère, qu'il décrit dans des très belles pages de ce livre, parce qu'il faut savoir qu'il est devenu orphelin de père très jeune. Son père, qui était un riche négociant en blé, en céréales, je crois, est décédé lorsqu'il avait 7-8 ans, et finalement, c'est sa mère qui l'a élevé, lui et sa sœur, et donc il a été très marqué par la figure de sa mère, qui était une femme assez exceptionnelle, telle qu'il l'a décrit, et qui lui a notamment insufflé, je dirais, peut-être pas tant une conviction sioniste que une idée fondamentale, qui est celle que les Juifs retrouveraient leur souveraineté, et dans sa bouche, elle parlait de la royauté. Un jour, il raconte dans ce livre, quand il était très jeune, il a demandé à sa mère, est-ce qu'un jour les Juifs retrouveront la royauté? Et elle lui a dit, évidemment, cette question n'a pas de sens, c'est évident. Et c'est une conviction finalement qu'il a gardée depuis sa tendre enfance, et finalement qui quelque part aussi explique ensuite tout son cheminement. C'est peut-être aussi une des choses qui a déterminé son parcours intellectuel. Alors, avant d'en venir à son action au sein du mouvement sioniste et à son apport spécifique à la création du parti sioniste révisionniste, je voudrais dire quelques mots aussi de sa formation intellectuelle et notamment de la période italienne, parce qu'il faut savoir que Jabotinsky, qui était d'ailleurs, quand il était jeune, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, qui était un très mauvais élève, mais c'est le cas de beaucoup de grands génies, apparemment, eh bien, il n'a pas du tout apprécié le lycée russe, et il dit qu'il avait des mauvais professeurs, et il préférait fuir l'école et aller jouer sur le port avec ses camarades russes, ou juifs, la plupart étaient juifs d'ailleurs, et malgré tout, donc quelque part c'est un peu un autodidacte aussi, et malgré tout il était très brillant intellectuellement, il était, comme j'ai dit, polyglotte, c'était un grand journaliste, très connu, je ne sais même pas si ça va servir à quelque chose. Non, ça va, c'est pas trop fort. Ah oui, c'est bien. Je ne sais pas si ça marche. Ça sert à rien. Ça marche. Alors c'est juste un effet placebo. Donc je disais qu'il était très précoce intellectuellement et très connu dès l'âge de 20 ans, un journaliste très apprécié du public russe, bien avant de devenir sioniste.
Et donc, il est parti, en fait, très jeune, il a quitté le foyer de sa mère, il a quitté la maison de sa mère. Il avait le choix entre... En fait, il a été désigné comme correspondant d'un grand journal russe qui lui a donné le choix entre la Suisse ou l'Italie. Finalement, il a fait les deux. D'ailleurs, il était en Suisse et ensuite en Italie. Et c'est en Italie qu'il a vraiment reçu sa formation intellectuelle et politique. Pas tant à l'université où il a étudié le droit, qui l'a pas du tout intéressé, que par d'autres matières qu'il a étudiées, sans doute à l'université, avec des professeurs dont il cite les noms qui sont évidemment oubliés aujourd'hui, des gens comme Enrico Ferri ou Antonio Labriola, qui à l'époque étaient très fameux et qui lui ont initié aux grandes idées politiques de l'époque, et notamment par exemple au socialisme, dont il a brièvement été un partisan, mais très rapidement il a déchanté, comme il le dit dans ce livre. Et finalement qui lui ont fait découvrir, je dirais, l'univers intellectuel et politique de cette période. Donc, j'ai pas dit, évidemment, j'ai oublié de dire qu'il était né en 1880. Donc, sa période italienne, c'est les premières années du XXe siècle. Hein. C'est à cette époque qu'il est en Italie. Et quelque part, ce séjour italien va le marquer très profondément. Parce que, d'une part, parce qu'il s'est senti très bien dans ce pays, ce qui peut-être n'est pas étonnant. Et beaucoup mieux, il n'a pas du tout eu la même... il ne s'est pas du tout acclimaté quand il a vécu ensuite très longtemps en France, peut-être j'en dirai quelques mots. En Italie, il s'est vraiment senti chez lui, au point qu'il raconte, quand il était à Rome, on pensait qu'il venait de Naples, et quand il était à Florence, on pensait qu'il venait de Rome. C'est-à-dire que quelque part, tous les Italiens pensaient qu'il venait d'une autre province, mais personne ne suspectait qu'il était un Russe. Pour vous dire à quel point il parlait bien l'italien, il a vécu 3 ou 4 ans là-bas, et évidemment, il était jeune, c'était sa jeunesse, et donc c'était quelque part les plus belles années de sa vie, comme il le dit. Mais aussi, il dit, quelque part, l'Italie, c'est ma patrie spirituelle, plus encore que la Russie, qu'il n'a jamais considérée comme sa patrie. Parce que les Juifs, à cette époque, étaient très maltraités en Russie, et la Russie était vraiment considérée comme le pays qui oppressait le plus les Juifs, qui opprimait les Juifs le plus à cette époque. Et c'est d'ailleurs pour ça que, lorsqu'il a décidé, dans des circonstances que je relaterai, de s'allier avec, lorsqu'il a compris que le mouvement sioniste devait s'allier avec la Russie contre la Turquie en 1914, c'était quelque chose de scandaleux aux yeux du public juif et du public sioniste, et j'y reviendrai tout à l'heure. Donc en Italie, il se sent italien, et il parle italien comme les Italiens, et il dit c'est ma patrie spirituelle, et il en revient évidemment avec un bagage intellectuel qui va beaucoup lui servir lorsque ensuite il va devenir un militant sioniste. Et d'ailleurs, il dit, il y a 2 choses qui m'ont rendu sioniste. Il dit, c'est l'opéra italien et l'idée d'autodéfense. Parce que l'opéra italien, c'est un peu circonstanciel, parce que c'est dans l'opéra d'Odessa, où on jouait toutes les semaines des opéras italiens, qu'il a rencontré un certain Salzman, qu'il a introduit dans le club sioniste d'Odessa. Et plus fondamentalement l'idée d'autodéfense, parce que, comme vous savez peut-être, c'est un de ses apports essentiels de Jabotinsky, notamment à travers le Bétar, dont on parlera tout à l'heure. Et donc, c'est à l'époque du pogrom de Kishinev, qui a été un événement décisif, un tournant dans l'histoire du peuple juif, non pas parce que c'était le premier pogrom, il y en avait eu d'autres avant, il y en a eu d'autres après, malheureusement, mais parce que, quelque part, ça a secoué l'opinion juive et aussi l'opinion internationale. Il y a beaucoup d'écrivains russes qui se sont mobilisés, russes non-juifs, qui se sont mobilisés en faveur des victimes du pogrom de Kishinev. Et il y a eu aussi un très fameux poème de Bialik, qui était déjà à cette époque le grand poète hébraïque, de la Renaissance hébraïque. Et il y a eu ce fameux poème de Bialik, qui s'appelle Be'ir HaHarega, dans la ville du massacre, qui a beaucoup frappé les consciences juives surtout. Évidemment, à cette époque, donc à l'époque où le média principal c'était le média imprimé, eh bien un poème pouvait avoir des répercussions considérables. Et ce poème que Bialik a écrit en hébreu, Jabotinsky, lui, l'a traduit en russe, et il dit qu'il a eu plus de lecteurs évidemment en russe qu'en hébreu, ce qui n'est pas étonnant, parce qu'à l'époque il y avait beaucoup plus de juifs qui parlaient le russe, qui lisaient le russe que l'hébreu. Et donc finalement, il a eu un grand retentissement, aussi grâce à Jabotinsky, et ça a aussi été une des choses par lesquelles Jabotinsky est devenu sioniste. Donc, au lendemain du pogrom de Kishinev, lorsqu'ils ont organisé les débuts de l'autodéfense juive à Odessa, avec des gens qui d'ailleurs n'étaient pas tous des militants sionistes. Il faut savoir par exemple qu'il y avait un grand écrivain qui s'appelle Simon Doubnov, qui n'a jamais été sioniste, mais qui a participé à ce comité d'autodéfense en Russie à cette époque. Donc, les 2 choses qui l'ont rendu sioniste, et bien sûr, il faut ajouter la rencontre très brève et presque caricaturale avec Herzl,
Je dis caricatural parce que dans un congressionniste, le Jabotinsky, qui n'a même pas l'âge réglementaire pour être délégué, donc il fait témoigner des amis à lui pour attester qu'il a l'âge requis, je crois que c'était 24 ans, lui il devait en avoir 21 ou 22, et donc grâce à des faux témoins, il arrive à rentrer comme délégué, à avoir sa carte de délégué, et il rentre dans une salle de réunion où sont réunis tous l'exécutif sioniste, il demande est-ce que je peux rentrer, on lui dit non, après il croise brièvement Herzl, qui est présent pour la dernière fois au congrès sioniste, donc ça se passe quelques mois ou peu de temps avant la mort de Herzl, et Jabotinsky dit dans le livre, avec la grande franchise qui est caractéristique de son écriture, il dit je ne m'incline presque jamais devant quelqu'un, mais face à Herzl, j'ai tout de suite compris que j'étais devant l'élu du destin. Et donc, il a été évidemment très marqué par la figure impressionnante de Théodore Herzl, et c'est aussi un des facteurs qui l'ont rendu sioniste. Alors, peut-être je vais sauter quelques années pour venir à un des épisodes centraux, essentiels de ce livre et de la carrière de Jabotinsky, qui se situe au moment de la Première Guerre mondiale. Le livre, donc l'histoire de ma vie, ne couvre pas la totalité de la vie de Jabotinsky parce qu'il n'a pas eu le temps de le terminer. Peut-être pour dire quelques mots des circonstances dans lesquelles il a écrit, il faut savoir que Jabotinsky, un peu comme Herzl, et Stéphane a eu raison de comparer tout à l'heure ces deux grands dirigeants, eh bien, lui aussi, il a sacrifié sa vie personnelle, quelque part, et presque aussi sa vie familiale, mais même si c'était moins tragique que dans le cas de Herzl, dont vous connaissez peut-être le destin tragique de ses descendants, il n'y a aucun descendant de Herzl qui a survécu. Jabotinsky, grâce à Dieu, il a des enfants et des petits-enfants qui vivent aujourd'hui en Israël, et des arrière-petits-enfants. Mais malgré tout, il a quand même lui aussi sacrifié sa vie personnelle et familiale, au point que son fils, Eri Jabotinsky, qui lui a écrit un très beau livre dans lequel il parle de son père, il dit « Un jour, je me suis demandé combien de temps mes parents avaient été réunis, et j'ai essayé de faire un calcul, et je suis arrivé à un résultat totalement attristant, parce que j'ai compris que mes parents n'avaient presque jamais été réunis dans leur vie, que mon père était toujours en déplacement, et effectivement, Jabotinsky toute sa vie a été une espèce de juif errant, non pas au sens classique, mais au sens d'un militant sioniste toujours en déplacement sur les 5 continents, et c'est aussi d'ailleurs un des aspects intéressants du livre, c'est la description de tous les endroits qu'il traverse et tous les gens qu'il rencontre, avec évidemment un grand talent à la fois de journaliste et aussi une grande perspicacité psychologique qui rend aussi ce livre très intéressant. Donc, il était toujours en déplacement, il a vécu tantôt un petit peu à Jérusalem, quelques années, pas très longtemps, tantôt à Paris, assez longtemps, aussi à Londres, aux États-Unis, en Italie, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et donc finalement, il a, comme j'ai dit, un peu négligé par la force des choses sa vie de famille, même si c'est resté aussi un époux fidèle, malgré le succès qu'il avait auprès des femmes, pas tant par sa beauté, il n'était pas très beau, mais évidemment par sa grande intelligence. Et bon, c'est évidemment une anecdote, mais tout ça pour dire que Jabotinsky, très vite, dès lors qu'il est devenu un militant sioniste, eh bien, il s'est dévoué corps et âme à la cause sioniste, comme Herzl en son temps, et quelque part, on pourrait dire qu'il y a donné sa vie, parce que lorsqu'il est mort à l'âge de 60 ans d'un arrêt du cœur, eh bien, c'était aussi parce qu'il avait quelque part délaissé sa santé, il ne s'était pas vraiment préoccupé de sa santé, et même sa maladie de cœur, qui était un secret qu'il avait jalousement gardé, qu'il n'avait même pas confié, je crois, à sa femme, ou en tout cas à ses proches, il n'en avait jamais parlé. Ça a été évidemment un choc à la fois pour le mouvement sioniste et pour le peuple juif tout entier. Et donc, j'en reviens à ce moment décisif, à la fois pour le mouvement sioniste et aussi pour le peuple juif, qui se situe au début de la Première Guerre mondiale. Vous savez peut-être que dans l'histoire du mouvement sioniste, dans l'histoire de l'État d'Israël, de la jeunesse de l'État d'Israël, eh bien, une des dates charnières, c'est évidemment la période 1914-1918, avec évidemment la déclaration Balfour en 1917 que tout le monde connaît, mais dont la genèse en fait remonte bien avant, parce que si dans l'historiographie un peu conventionnelle, on dit toujours les Anglais ont donné la déclaration Balfour au mouvement sioniste en récompense de la fameuse découverte du professeur Weizmann qui avait aidé les Anglais dans leur effort de guerre, c'est un peu l'image d'Épinal, eh bien on découvre notamment dans ce livre, malgré la grande modestie de Jabotinsky qui ne se décerne jamais de laurier, on découvre que c'est aussi Jabotinsky qui a joué un rôle essentiel dans la déclaration Balfour avec l'épisode fameux des corps des muletiers de Sion et ensuite de la Légion juive. Donc c'est quelque chose sur lequel qui mérite qu'on s'y arrête, à la fois pour l'importance que ça a eu dans la jeunesse de
de l'État d'Israël, et aussi par le rôle essentiel que Jabotinsky a joué dans cet épisode. Donc, comme je disais tout à l'heure, en 1914, Jabotinsky, qui est correspondant de guerre, presque toute sa vie il a été journaliste, donc il est correspondant de guerre d'un journal russe, et il se trouve à Bordeaux où le gouvernement français est replié, et là il lit sur des affiches que la Turquie est entrée en guerre, et donc c'est à ce moment-là qu'il a l'intuition qu'il faut que le mouvement sioniste s'allie avec la Russie contre la Turquie. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est une idée scandaleuse parce que la Russie, c'est l'ennemi juré du peuple juif, c'est le pays des pogroms, c'est le pays du tsar, et donc quelque part, c'est une idée qui fait scandale, et Jabotinsky va devoir l'imposer contre vents et marées au mouvement sioniste, et finalement il y parviendra, mais pendant très longtemps, il va rester seul, et il va être attaqué et calomnié et insulté de manière assez virulente, au point qu'un jour, sa mère, qui était resté en Russie, rencontre un militant sioniste qui lui dit « Votre fils devrait être pendu ». Et Jabotinsky raconte cette anecdote pour donner un petit peu la mesure de l'ostracisme dont il a été frappé et dont sa propre mère a été la victime. Rendez-vous compte que la mère de Jabotinsky, qui elle-même se voit insultée dans la rue parce que son fils a décidé qu'il fallait s'allier avec la Russie contre la Turquie. Et donc pourquoi cette intuition fondamentale de Jabotinsky en 1914? Parce qu'il a compris que pour que l'État juif voie le jour, il faut le démembrement de l'Empire ottoman. Et donc il a eu cette idée qui aujourd'hui peut nous paraître assez évidente, parce qu'évidemment quand on lit l'histoire a posteriori, les choses paraissent toujours évidentes, mais il faut toujours faire l'effort de se replacer dans la situation où les gens ont vécu l'histoire pour comprendre toute l'intelligence et toute la perspicacité politique de Jabotinsky en l'occurrence, lorsqu'il a compris que le mouvement sioniste devait devenir l'allié de la Russie. Et finalement, c'est cette idée qu'il a imposée, donc l'allié de la Russie et de l'Angleterre, avec l'engagement militaire aussi aux côtés des Anglais. C'est aussi, je dirais, c'est la deuxième grande intuition politique que Jabotinsky a eue à cette époque, c'est qu'il a compris que pour que le mouvement sioniste puisse exister dans le concert des nations, en pleine guerre mondiale, à une époque où tous les grands pays du monde n'étaient préoccupés que par la guerre et par les champs de bataille, il fallait que le peuple juif devienne lui aussi un acteur de la guerre. C'était une idée aussi qui était totalement révolutionnaire, parce que les Juifs, évidemment, se battaient dans toutes les armées du monde, et vous avez tous entendu les histoires très célèbres qu'on raconte toujours des soldats juifs qui se battent dans l'armée française, dans l'armée austro-hongroise, et qui se battent au corps à corps avec des baïonnettes, et au dernier moment, il y en a un qui dit « Schéma Israël », et alors le soldat d'en face comprend qu'il est juif, alors il retire son arme. Et toutes ces histoires, qui quelque part illustrent l'aspect tragique du fait que les Juifs se battaient frère contre frère. Mais l'intuition de Jabotinsky, évidemment, elle est totalement différente. Ce qu'il a compris, c'est que le peuple juif devait se battre sous un drapeau juif et non plus sous un drapeau étranger. Et donc, c'est cette idée-là qu'il a mené à bien, avec aussi beaucoup de persévérance et aussi quelque part seul contre tous. C'est un petit peu la position dans laquelle il a été très souvent dans sa vie, parce que, évidemment, il avait souvent raison avant les autres. C'est aussi peut-être un des motifs de la jalousie qu'il a inspiré à beaucoup d'autres grands dirigeants sionistes. Et peut-être tout à l'heure, je dirais 2 mots de ses rapports avec Ben Gurion. Et donc, il a compris que les Juifs devaient s'engager militairement, et c'est le projet qu'il a mené à bien, et qui raconte dans des très belles pages de ce livre, avec l'histoire de la Légion juive, qui d'abord a pris la forme d'un corps expéditionnaire qui s'appelle les Muletiers de Sion. Et j'en dis quelques mots parce que c'est un épisode très intéressant, et quelque part ça vous donnera peut-être envie de lire ce livre, qu'un critique a dit que ce livre c'était pas seulement une autobiographie, c'était un véritable roman picaresque. Effectivement, évidemment Jabotinsky, il a un talent de romancier, et ce livre se lit comme un véritable roman. Et donc dans cet épisode dont je voudrais dire quelques mots, ça se passe en Égypte, plus précisément à côté d'Alexandrie, dans un camp de réfugiés qui s'appelle Gabari, où beaucoup de Juifs d'Eretz Israël ont été expulsés par les Ottomans, qui les soupçonnaient évidemment d'accointance avec les Anglais. Et donc, dans ce camp de réfugiés, c'est là que Jabotinsky commence à mettre sur pied le bataillon juif dont il a conçu l'idée quelques semaines auparavant. Et en fait, il n'est pas le seul acteur de cette aventure qu'il relate dans le livre. En fait, ils sont 3 acteurs qui sont tous les 3, je dirais, des personnages de roman. Eh bien, aux côtés de Jabotinsky, il y a un héros très fameux, dont le nom est resté connu jusqu'à aujourd'hui, surtout en Israël, qui s'appelle Yosef Trumpeldor, qui a donné son nom au mouvement du Bêta, dont je reparlerai peut-être.
Et le troisième personnage, moins connu, lui, s'appelle le colonel Henry Patterson, qui était un héros de l'armée britannique, un grand soldat, aussi un grand chasseur de lions. À l'époque, c'était la chasse aux lions, c'était quelque chose de très prisé, notamment par les grands militaires ou les grands dirigeants. Il est devenu ami avec un président, je crois Roosevelt, mais pas le Roosevelt de la guerre de 40, mais celui d'avant, si ma mémoire ne me fait pas défaut. Et d'ailleurs, ce Patterson avait écrit un livre qui était le deuxième livre le plus lu dans l'Empire britannique après la Bible, qui s'appelait « Les mangeurs d'hommes du Tsavo ». Donc où il racontait la chasse aux lions en Afrique noire, en Afrique, dans un pays dont le nom m'échappe, donc le long du fleuve Tsavo. Et donc ce colonel Henry Patterson, qui était un sioniste chrétien, hein, il faut savoir que, je fais une petite parenthèse pour dire que dans l'histoire du mouvement sioniste, il y a beaucoup de non-juifs qui ont joué un rôle important. Évidemment, vous pensez tout de suite à Lord Balfour, par exemple, mais il y a des gens moins connus, mais qui ont joué un rôle tout aussi essentiel, comme ce colonel Patterson, comme aussi le révérend Eschler, qui était le premier interlocuteur que Herzl a trouvé. Vous savez que quand Herzl a eu l'idée de l'État juif qu'il a exposé dans son livre, eh bien, il a été un petit peu la risée de tout le monde juif. Et lorsqu'il a été voir, par exemple, les Rothschild ou tous les grands dirigeants juifs de l'époque, il s'est très souvent heurté, au début en tout cas, à l'incompréhension, voire carrément des gens ont dit qu'il était fou. Et une des premières personnes qui a écouté Herzl avec intérêt, c'était ce fameux révérend Eschler, qui était donc un chrétien sioniste convaincu. Et évidemment, ce n'est pas le sujet de notre conférence, mais évidemment, il y a beaucoup de choses à dire sur le sionisme chrétien qui, quelque part, a précédé le sionisme juif. Et donc, avec évidemment des motivations différentes. Et donc, tout ça pour dire que Jabotinsky a trouvé dans ce colonel Patterson aussi un partenaire dans ce projet totalement révolutionnaire de créer une armée juive pendant la Première Guerre mondiale. Et finalement, donc, ces trois personnages, tous les trois aussi étonnants l'un que l'autre, que sont donc Patterson, Trumpeldor et Jabotinsky, ont mis sur pied le corps expéditionnaire juif qui a participé à la Première Guerre mondiale à Gallipoli, dans la fameuse bataille de Gallipoli, donc dans le détroit des Dardanelles. Et effectivement, comme Stéphane en a dit deux mots tout à l'heure, au début, Jabotinsky, lui, rêvait d'une armée juive qui conquérait Eretz Israël. Et lorsque le colonel Maxwell, qui commandait les forces anglaises en Égypte, lui a dit qu'il n'en était pas question et que tout ce que l'Angleterre était prête à offrir aux juifs, aux sionistes, c'était un corps expéditionnaire sur le front de Gallipoli, donc dans les Dardanelles, eh bien, Jabotinsky, sa première réaction était de refuser. Et c'est Trumpeldor, qui était lui un grand soldat, un des seuls sous-officiers de l'armée russe, où les juifs n'étaient jamais promus au rang d'officier, eh bien Trumpeldor, qui s'était notamment illustré à la bataille de Port-Arthur, qui était manchot, comme vous savez, Trumpeldor lui a dit « Tous les chemins mènent à Sion ». Et ce que les Anglais nous offrent, c'est un début, et avec ça, on va réussir à créer notre armée juive. Et donc, finalement, comme Jabotinsky le reconnaît, c'est Trumpeldor qui avait raison. Et donc, ce corps expéditionnaire, qui était aussi un corps de muletiers, ce qui, ça aussi, était quelque part scandaleux aux yeux de Jabotinsky, parce que, comme il le relate dans un échange très, un petit peu humoristique qu'il a eu à ce moment-là, en yiddish, quand vous parlez d'une mule, et en français aussi d'ailleurs, c'est une insulte. Et alors... donc, quelque part, c'était presque insultant de proposer aux Juifs que la première armée juive depuis l'Antiquité soit composée de muletiers. Et alors, Trumpeldor répond, eh bien, peut-être qu'une mule, c'est une insulte en yiddish, mais dans l'armée française, il y a des chameliers qui se battent très courageusement, et donc, finalement, c'est pas du tout insultant que les soldats juifs soient des muletiers. Et effectivement, il avait raison, et je dirais que la logique du soldat de Trumpeldor l'a emporté sur la pensée politique de Jabotinsky, parce que, effectivement, ce corps expéditionnaire s'est battu très courageusement, et il en parle aussi dans un autre livre qui s'appelle l'Histoire de la Légion juive, qui mériterait aussi sans doute d'être traduit. Et donc, effectivement, je dirais, l'embryon de Tsahal, le premier embryon de Tsahal à l'époque moderne, n'est pas, comme on le croit souvent, la Haganah, mais c'est ce fameux corps des muletiers qui s'est battu très courageusement à Gallipoli. D'ailleurs, une bataille qui a été une défaite pour l'armée britannique, mais malgré tout, qui a été, je dirais, une page glorieuse de l'histoire militaire juive au début du XXe siècle. Donc ça, je dirais, c'est le premier rapport essentiel de Jabotinsky au mouvement sioniste, c'est la création de la première armée juive à l'époque contemporaine, qui s'est poursuivie ensuite en 1917-18 avec la Légion juive, qui elle s'est battue dans la vallée du Jourdain, donc pas très loin d'ici, qui s'est elle aussi battue courageusement, et cette fois-ci d'ailleurs Jabotinsky lui-même s'est engagé dans l'armée
il a été nommé lieutenant et il s'est battu. Il raconte aussi comment il s'est battu dans la vallée du Jourdain, comment ils sont entraînés au mois d'août, un des endroits les plus chauds de la planète, à une époque où évidemment il n'y avait pas de climatiseur. Et donc, tout ça pour dire qu'ils ont écrit ces quelques soldats qu'il a recrutés d'ailleurs avec beaucoup aussi de difficultés, parce que notamment, ils ont été recrutés notamment à Londres, où beaucoup de juifs russes étaient réfugiés pendant la guerre. Et évidemment, tous ces juifs de l'East End et des ghettos juifs de Londres n'avaient aucune envie d'être engagés dans l'armée anglaise. Et lorsque Jabotinsky a commencé sa propagande pour recruter des soldats juifs dans la Légion juive, eh bien, il a été là aussi traité de tous les noms, il a été insulté, il a presque été tabassé dans des réunions publiques. Et finalement, il a réussi là aussi à imposer son idée grâce à sa grande sagacité politique et grâce aussi au contact qu'il a noué au plus haut échelon du pouvoir britannique. Et évidemment, c'est aussi une chose qu'il raconte dans ce livre. Et pour vous donner une idée de l'importance que cela a eu dans l'histoire de l'État d'Israël, de la jeunesse de l'État d'Israël, eh bien, il y a une anecdote que raconte Jabotinsky, qu'il avait entendue d'un autre dirigeant sioniste qui s'appelait Nahum Sokolov, qui lui racontait qu'un jour il était en vacances, en cure, dans une ville d'Europe, je ne sais plus laquelle, et donc Sokolov rencontre un lord écossais, et il se lie d'amitié, et dans la conversation, Sokolov dit à cet Écossais qu'il est sioniste, et l'autre lui répond « Ah oui, c'est très bien, moi aussi, mon fils est sioniste », et évidemment, il comprend qu'il y a un malentendu, et finalement, lorsque les choses s'éclairent, il comprend qu'aux yeux de ce lord écossais, sionisme, ça voulait dire être végétarien. Donc il y avait une confusion. Donc, tout ça pour dire qu'à l'époque, sionisme, c'était quelque chose d'aussi dérisoire quelque part que végétarianisme. C'était une idée qui n'avait aucune influence sur les événements du monde. Et Jabotinsky se sert de cette anecdote pour expliquer la révolution mentale qu'il a lui-même, dont il a été un des acteurs principaux, en transformant le mouvement sioniste d'une espèce d'idée utopique qu'elle était encore à l'époque d'Herzl et qu'elle était restée à de nombreux égards jusqu'à l'époque de Jabotinsky, en un facteur capable d'influer sur la scène internationale. Et pour cela, évidemment, il fallait que le sionisme soit aussi doté de baïonnettes. C'était ça qu'il fallait, parce que c'est aussi, je dirais, peut-être un des aspects importants de la pensée politique de Jabotinsky, c'est évidemment la dimension militaire qui faisait totalement défaut, par exemple, à la pensée du fondateur du sionisme politique, Théodore Herzl, qui lui, évidemment, était un homme du XXe siècle, qui était à la fois un grand visionnaire, c'est comme ça qu'on l'appelle en hébreu, le visionnaire de l'État, mais malgré tout, dans sa vision, il y a aussi un aspect, quelque part, un peu dépassé, parce que, par exemple, quand vous lisez des phrases de l'État juif, qui était évidemment un livre extraordinaire, qu'on ne peut pas lire sans une grande émotion, mais il y a des phrases qui, quelque part, sont un peu, aujourd'hui, qu'on lit avec un sourire. Par exemple, quand il dit « Dans le futur État juif, eh bien, nous renverrons tous les généraux dans leurs casernes ». Il pensait vraiment qu'il y aurait une séparation totale entre l'armée et la politique. Aux yeux d'Herzl, il était inconcevable que la situation actuelle dans laquelle presque tous les chefs d'état-major rentrent en politique, c'était quelque chose d'inconcevable. Aux yeux d'Herzl, l'État juif devait vivre en paix avec ses voisins, et sa vision, quelque part, ressemble un petit peu aux visions chimériques de Shimon Peres. Sauf que Herzl, évidemment, il avait l'excuse de vivre au XIXe siècle et d'être à une époque où tout le monde croyait au progrès de l'humanité et tout le monde croyait au rêve de la paix universelle. Tout ça pour dire que Jabotinsky a évidemment été un grand visionnaire et peut-être un de ses apports essentiels au mouvement sioniste et à l'État d'Israël, comme je l'ai dit, c'est la dimension militaire qui est un petit peu, je dirais, l'aspect manquant dans la pensée d'Herzl qu'il a ajouté à la pensée politique de Herzl. Et d'ailleurs, je fais une petite parenthèse pour dire que même si quelque part on a l'image toujours de Jabotinsky militariste, peut-être aussi à cause de ça, à cause du fait qu'il s'est engagé dans l'armée anglaise. Il y a des photos très fameuses de lui en uniforme de l'armée britannique, en lieutenant. Il y a aussi les photos, bien sûr, avec l'uniforme du Bétar, qui aussi était un mouvement avec un aspect militaire. Mais malgré tout, il faut savoir que Jabotinsky, dans sa jeunesse, avait été brièvement, je l'avais dit, influencé par les idées socialistes qu'il avait connues en Italie, et aussi avait même été pacifiste. Et sa première pièce de théâtre, parce qu'il était aussi dramaturge comme Théodore Herzl, sa première pièce de théâtre, c'était une pièce pacifiste. Tout ça pour vous dire qu'il ne faut pas se fier aux clichés, aux images d'Épinal. Et Jabotinsky, aussi une des choses surprenantes qu'on découvre dans ce livre, c'est que c'était par exemple, c'était un grand féministe. Il dit que les trois personnes qui l'ont le plus marqué dans sa vie, c'était les trois femmes qui l'ont côtoyé toute sa vie, c'est-à-dire sa mère, sa sœur Tamar et sa femme, évidemment. Et il y a des très belles pages sur la femme, sur la sagacité de la femme, et il dit même que
quelque chose qui peut paraître totalement, à son époque, était très révolutionnaire. Il dit il n'y a aucun rôle, aucun métier qu'une femme ne pourrait pas faire mieux qu'un homme. Et quand on voit aujourd'hui ce qui se passe dans l'armée d'Israël, et on se dit quelque part là aussi, il avait été un précurseur. Donc tout ça pour dire que Jabotinsky, tel qu'on le découvre dans ce livre, est très loin des clichés et des caricatures dont il a souvent été la victime. Alors, après avoir évoqué l'engagement militaire juif dans la Première Guerre mondiale et ce que j'ai appelé l'apport essentiel de Jabotinsky au mouvement sioniste dans la dimension militaire du sionisme, eh bien, je voudrais parler d'une autre idée essentielle de Jabotinsky qu'il a désignée par le concept biblique du Shatnez. Donc le mélange prohibé dans la Bible, dans la Torah, du Shatnez, Jabotinsky il a repris ce concept dans un sens différent pour dire que le sionisme devait être une idée pure et qu'on ne pouvait pas mélanger le sionisme avec une autre idée. Et évidemment, quand il disait ça, quand il a écrit ça dans un article très célèbre, il pensait évidemment au sionisme socialiste, qui était l'idéologie dominante à son époque, et qu'il est resté très longtemps, comme vous savez, puisque le mouvement travailliste est resté au pouvoir jusqu'en 1977. Donc, un des grands combats idéologiques de Jabotinsky, c'était l'idée du sionisme, ce qu'il appelait le sionisme moniste, où là aussi il avait un concept en hébreu qui s'appelait Chadnes, c'est-à-dire un seul drapeau. Et je crois que c'est une idée très profonde qui mérite aussi qu'on en dise quelques mots, parce que quelque part, je crois qu'il y a toujours cette tentation jusqu'à aujourd'hui de mélanger le sionisme avec autre chose. Et comme le dit Jabotinsky dans des très belles lignes de cet article fameux, eh bien, on ne peut pas servir deux autels à la fois, on ne peut pas se prosterner devant deux divinités. Évidemment, c'est une idée juive très ancrée dans la tradition, mais à laquelle il donne un sens différent, puisqu'il lui donne un sens politique. Mais quelque part, je crois que c'est une idée très profonde et qui reste très actuelle jusqu'à aujourd'hui, parce que finalement, le débat intellectuel et idéologique de l'époque de Jabotinsky, il s'est perpétué jusqu'à aujourd'hui, et même tous les débats qui ont lieu aujourd'hui en Israël sont un peu l'écho de ce qui existait à son époque. Et peut-être j'en dirai quelques mots pour l'illustrer. Et donc, dans ce fameux article où il s'élève contre ce qu'il appelle le Shatnez idéologique, eh bien, il se bat notamment contre le sionisme socialiste, qui était évidemment prépondérant à son époque, il est resté très longtemps, et aussi, quelque part, il se bat contre son grand rival, qui était David Ben Gourion. Et c'est peut-être le moment de dire quelques mots sur la rivalité entre ces deux grands dirigeants et même leurs relations personnelles. Vous savez qu'il y a une pièce de théâtre qui vient de sortir en Israël, qui a été écrite par Aleph Bet Yoshua, dont le sujet est précisément la rencontre entre Ben Gourion et Jabotinsky en 1934 à Londres. Donc une rencontre très fameuse à un moment de crise dans le mouvement sioniste et après l'assassinat d'Arlozorov. Donc si j'ai le temps, je dirai quelques mots. Eh bien, donc les deux hommes qui se connaissaient très bien se rencontrent en 1934, essayent de conclure un accord pour éviter une espèce de début de guerre civile au sein du peuple juif et surtout du Yishuv en Eretz Israël. Et ils parviennent à un accord. C'est un petit peu le sujet de la pièce de théâtre, même si évidemment au théâtre on est toujours obligé de rester un peu, de mettre en valeur des événements un peu anecdotiques. Et je crois que dans cette pièce, on voit Ben Gourion qui est en train de cuisiner une omelette pour Jabotinsky, et tout ça pour illustrer la proximité qu'il y a pu avoir entre les deux hommes. Mais ceci dit, je ne veux pas dire de mal de cette pièce parce que je ne l'ai pas vue, et en tout cas le sujet est passionnant. Et d'après les critiques que j'ai lues, c'est quelque chose d'intéressant. Je ne sais pas si c'est à la hauteur, les acteurs ne sont peut-être pas à la hauteur des personnages qui sont censés représenter, mais en tout cas c'est un sujet évidemment passionnant. Donc tout ça pour dire que Ben Gourion et Jabotinsky se connaissaient très bien, avaient une grande proximité politique malgré la rivalité qu'ils avaient, et même si leurs relations sont devenues très conflictuelles, au point que Ben Gourion, à partir d'un certain moment, a commencé à vouer à Jabotinsky une espèce de haine tenace qui ne l'a jamais abandonné. Et même après la mort de Jabotinsky, donc qui est décédé en 1940 aux États-Unis, eh bien Ben Gourion lui a continué quelque part de l'exécrer, ou en tout cas n'a pas voulu se réconcilier avec lui. Et la preuve la plus éclatante, évidemment, c'est le fait que Ben Gourion a refusé obstinément de respecter les dernières volontés de Jabotinsky, qui dans son testament qu'il avait rédigé en 1935 disait « Je veux que ma dépouille soit rapatriée, soit enterrée en Israël seulement le jour où il y aura un gouvernement juif souverain. » Et le jour où il y a eu un gouvernement juif souverain, eh bien, Ben Gourion, qui était le Premier ministre, comme vous savez, a refusé de faire rapatrier le corps de Jabotinsky en Israël. Il a fallu attendre
presque 20 ans. Il a fallu attendre Lévi Eshkol en 1964 pour que Jabotinsky soit inhumé sur le mont Herzl dans une cérémonie évidemment nationale avec tous les honneurs qui lui étaient dus. Donc pour vous donner une idée de la haine que Ben Gurion a vouée à Jabotinsky pour toutes sortes de raisons sur lesquelles on ne va pas s'étendre, mais à mon avis aussi peut-être avec une pointe de jalousie, parce que quelque part Ben Gurion, qui était assurément un des plus grands hommes du peuple juif au XXe siècle, malgré tout, il n'avait peut-être pas la même stature intellectuelle que Jabotinsky. Et c'est peut-être aussi une des raisons pour lesquelles Jabotinsky a été tellement détesté ou calomnié, c'est parce que quelque part, il dépassait un peu ses interlocuteurs, en tout cas sur le plan intellectuel. Il était souvent quelqu'un qui avait raison avant les autres, et quelque part, il y avait peut-être une forme de jalousie de la part d'autres grands dirigeants du mouvement sioniste. Voilà sur les rapports entre Ben Gurion et Jabotinsky. Peut-être pour vous donner une idée aussi comment dire, de la différence idéologique entre les deux hommes, il faut, pour vous remettre un petit peu dans l'atmosphère de cette époque-là, notamment des années 20 et des années 30, donc en Eretz Israël, dans le Yishuv qui était traversé par un débat très virulent, eh bien Ben Gurion, avant de devenir celui qu'on connaît comme le Premier ministre, comme le signataire de la déclaration d'indépendance, il était aussi un militant sioniste socialiste qui a été, comme beaucoup de sionistes socialistes, partagé entre, comme disait Jabotinsky, les deux autels, les deux idéaux, au point que Ben Gurion, à une époque, parlait encore de la dictature du prolétariat, avait fait un voyage à Moscou dans les années 20 et voulait même que le mouvement sioniste adhère à l'internationale socialiste. Pour vous donner une idée si vous voulez, de la situation dans laquelle se trouvaient les dirigeants du sionisme socialiste à cette époque, qui quelque part étaient écartelés entre l'idéal sioniste et l'idéal socialiste et communiste. Hein. Et Ben Gurion, par exemple, à une époque, il disait ouvertement son admiration pour Lénine, et il se considérait même comme un bolchevique. Il employait ce terme-là pour vous dire que, quelque part, effectivement, le mouvement sioniste travailliste de gauche a toujours été écartelé un peu entre deux idéaux. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui est resté vrai même après la création de l'État d'Israël. Par exemple, vous savez qu'il y a eu de fameuses histoires d'espions israéliens qui ont donné des secrets à l'Union soviétique et qui venaient pour la plupart du Hashomer Hatzaïr, de cette mouvance-là. Donc des gens qui avaient grandi dans le double idéal du sionisme et du socialisme et qui quelque part étaient écartelés entre les deux et quelquefois, dans les cas les plus extrêmes, ont trahi le sionisme pour l'idéal socialiste communiste. Donc, évidemment, c'est contre ce mélange impur aux yeux de Jabotinsky qu'il s'est élevé en parlant du Shatnez et en parlant de sa conception de Chadnez, c'est-à-dire du sionisme moniste. Et pour lui, le sionisme, c'était uniquement l'idéal de Sion. C'était, comme je l'ai dit, dans la droite ligne des idées de Théodore Herzl. Et d'ailleurs, le terme même de sionisme révisionniste, qui est parfois mal interprété, veut dire révision, c'est-à-dire retour aux origines. Hein, parce que Jabotinsky pensait qu'il fallait revenir aux origines, c'est-à-dire à Théodore Herzl, parce qu'à son époque, quelque part, on avait un peu laissé de côté les idées fondamentales, et notamment l'idée d'un État juif. Il faut savoir que jusque dans les années 30 et jusqu'au début des années 40, eh bien, le mouvement sioniste officiel, la direction du mouvement sioniste, l'exécutif sioniste et l'agence juive ne parlaient pas d'un État juif. Parce qu'ils avaient peur d'effrayer la puissance mandataire britannique, et donc ils n'osaient pas prononcer le mot État juif, ils disaient juste immigration, ils se battaient pour la liberté de l'immigration et pour la construction des Yishuvim en Eretz Israël, mais ils ne voulaient pas parler d'un État juif. Et Jabotinsky, dans un épisode très fameux, lors d'un congrès sioniste, a déchiré sa carte de délégué en disant ce n'est pas un congrès sioniste, parce qu'il avait porté aux voix une motion déclarant que l'objectif suprême du sionisme, c'était un État juif, et cette motion avait été rejetée à la majorité par le Congrès sioniste. Donc, quelque part, dans l'idée de sionisme révisionniste, c'était retourner aux origines et retourner à l'idée de l'État juif de Théodore Herzl. Alors, je voudrais dire quelques mots, si j'ai encore un petit quart d'heure, de l'affaire Arlozorov, qui est aussi un épisode crucial pour comprendre l'histoire du mouvement sioniste et qui a laissé des traces d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui en Israël parce que quelque part ça a marqué très profondément l'histoire politique d'Israël. Donc en 1934, lorsque le dirigeant sioniste, le dirigeant de l'agence juive Chaim Arlozorov est assassiné sur une plage de Tel Aviv,
dans des circonstances mystérieuses qui ont fait l'objet récemment d'un roman. Comme toujours, l'histoire sioniste donne lieu aussi à des interprétations littéraires ou dramatiques. Eh bien, aussitôt, la presse sioniste de gauche en Israël s'est emparée de ce crime politique pour en faire une arme contre le mouvement sioniste révisionniste. Et pour comprendre, je dirais, le contexte de cette affaire dramatique, il faut savoir qu'à l'époque, Jabotinsky était quelque part en train de menacer l'hégémonie de Ben Gurion et du mouvement sioniste socialiste, parce que le Bétar qu'il avait créé quelques années auparavant à Riga était devenu un mouvement de jeunesse qui comptait des dizaines de milliers de membres en Europe, et notamment en Pologne, qui était évidemment le bastion du sionisme. Et quelque part, Jabotinsky, le grand orateur, le dirigeant adulé des foules, il menaçait quelque part la suprématie des travaillistes. Et c'est pour ça aussi que l'assassinat d'Arlozorov a été utilisé comme une arme politique, un petit peu comme il y a quelques années, on a accusé Netanyahou à l'époque de l'assassinat de Rabin, dans des circonstances qui ressemblent un petit peu. Eh bien, à cette époque, où le mouvement jabotinskien s'est trouvé voué aux gémonies, notamment par la presse sioniste de gauche en Israël, eh bien, il y a une grande personnalité qui s'est élevée contre ces accusations et qui a pris la défense du mouvement jabotinskien, et c'était le grand rabbin Avraham Yitzhak Cohen Cook, qui était déjà grand rabbin d'Eretz Israël, donc grand rabbin de la Palestine mandataire, et qui a pris la défense de manière très courageuse des accusés, donc de Stavsky et des deux autres accusés. Il y avait trois militants juifs révisionnistes qui étaient accusés, et il a pris leur défense de manière très courageuse, et d'ailleurs il a été très, très critiqué pour ça. Il y avait des militants de la Shomer HaTzaïr qui ont collé des affiches en disant qu'est-ce que c'est que ce rabbin qui se mêle de politique, qui disait, je crois, Oy la Medina chez Ele Rabbanim Shela, ou Oy la Yishuv. Tout ça pour dire que le Rav Kook a pris un grand risque politique en intervenant en faveur des accusés, et Jabotinsky en a été très profondément marqué, au point que, quelque part, c'est sans doute cet épisode qui a déterminé un tournant important dans la vie de Jabotinsky, qui a été, je dirais, son rapprochement de la tradition juive. Et c'est peut-être un sujet sur lequel je dirais quelques mots en conclusion tout à l'heure, parce que quelque part, Jabotinsky a été très marqué par la personnalité du Rav Kook tel qu'il l'a découvert au moment de l'assassinat d'Arlozorov, et donc au moment où le Rav Kook a pris la défense de Stavsky et des autres accusés contre les accusations alors qu'en fait, il semble que l'assassin était un jeune arabe, mais malgré tout, officiellement, les trois accusés étaient trois jeunes juifs révisionnistes qui ont été condamnés, d'ailleurs condamnés à mort, je crois, et finalement acquittés. Mais malgré tout, l'accusation a continué de peser sur l'ensemble du mouvement sioniste jabotinskien, et quelque part, aux yeux de certains historiens, c'est ça qui a empêché Jabotinsky de prendre la tête du mouvement sioniste. Et évidemment, on peut imaginer ce que l'histoire aurait pu être si elle avait pris un tour différent à cette époque-là. Tout ça pour dire que, à cette époque, Jabotinsky a été très très impressionné par l'intervention du Rav Kook, et il y a toutes sortes d'anecdotes qu'on raconte, par exemple le fait que un jour de Shabbat, en pleine synagogue de la Chourva à Jérusalem, le Rav Kook signe une pétition ou sort un stylo de sa poche. Évidemment, il y a quelque chose d'un peu impossible dans cette anecdote. Je ne sais pas si elle est véridique ou pas, mais une pétition signée le jour de Shabbat pour appeler à la libération des prisonniers juifs. Tout ça pour dire à quel point le Rav Kook s'est engagé dans cet épisode-là, dans cet épisode fameux, et Jabotinsky lui en a voué une grande reconnaissance et une grande admiration. Alors, peut-être que je reviendrai tout à l'heure sur cet épisode pour dire quelques mots des rapports de Jabotinsky à la tradition juive, mais je voudrais maintenant parler un peu de la famille Netanyahou pour faire un peu le lien avec l'époque actuelle, et quelque part pour dire qu'est-ce qui reste aujourd'hui du sionisme de Jabotinsky, puisque c'est la question qu'on a posée. Eh bien, comme j'ai dit en introduction, Netanyahou a grandi dans une famille jabotinskienne. Son père n'était pas le secrétaire de Jabotinsky, il était un disciple très proche de Jabotinsky, il était quelque part, j'ai dit tout à l'heure, son héritier intellectuel. Et donc c'est dans cette atmosphère intellectuelle que Netanyahou a grandi avec ses deux frères. Et évidemment, c'est ça qui l'a marqué très profondément. Et indépendamment de la question de savoir si Netanyahou est bien l'héritier de Jabotinsky, est-ce qu'il mène une politique conforme aux idées de Jabotinsky, il est indéniable qu'il a grandi dans un foyer jabotinskien
sans doute on pourrait dire une des meilleures familles jabotinskiennes, parce que son père, Ben-Sion Netanyahou, Zichrono Livracha, était vraiment une grande personnalité du mouvement sioniste. Et même s'il n'a pas joué un rôle essentiel, parce que ce n'était pas un homme politique, c'était un intellectuel, un historien, comme vous savez, et qu'il a aussi été écarté pour des raisons politiques, il n'a pas pu faire carrière à l'université hébraïque, pour des raisons politiques. Donc finalement, il a fait toute sa carrière dans l'université américaine. Et si vous avez vu le film l'autre jour, vous avez vu les trois fils Netanyahou, qui grandissent à Jérusalem, pas très loin d'ici, d'ailleurs, rue En-Gedi, je crois, et ensuite qui repartent aux États-Unis parce que leur père a été nommé professeur aux États-Unis. Et pour les trois fils Netanyahou, c'est un grand déchirement de devoir quitter Israël. Et si vous avez vu le film sur Yoni Netanyahou, vous voyez finalement dans quelle atmosphère ils ont grandi. Et quelque part, c'est pas du tout étonnant quand on voit quelle éducation ils ont, quand on voit qui était Ben-Sion Netanyahou. C'est pas du tout étonnant que ces trois fils, et tous les trois, fait partie d'une des meilleures unités de Tsahal, de la Seyeret Matkal, et qu'ils soient devenus ce qu'ils sont devenus, évidemment. Tout ça pour dire que Jabotinsky a marqué très profondément toute une génération de militants sionistes, de dirigeants sionistes, d'intellectuels. Et évidemment, on n'a pas le temps peut-être d'en parler, mais quelque part, Jabotinsky, si vous voulez, c'est le père fondateur de la droite israélienne dans toutes ses familles. Si vous voulez, il n'y a pas une famille dans la droite israélienne aujourd'hui qui, quelque part, ne se réclame pas de Jabotinsky. Aussi éloigné qu'il puisse être de ses conceptions sociales ou religieuses ou politiques. Par exemple, pour prendre deux exemples, par exemple, le Rav Kahana, si on prend à l'extrême de la droite israélienne, eh bien, il avait été bétari dans sa jeunesse. Et un exemple plus actuel, Moshe Feiglin, donc la droite du Likoud, dans son bureau, à une certaine époque, en tout cas, je ne sais pas si c'est encore le cas, il y avait deux portraits, c'était Jabotinsky et le Rav Kahana. Donc quelque part, aux yeux de Moshe Feiglin, il n'y avait aucune contradiction entre les deux personnes qui peuvent nous paraître très éloignées aujourd'hui, mais quelque part, Jabotinsky, je dirais, c'est l'ancêtre de toutes les familles de la droite israélienne, et même s'il a été contesté, même à son époque, il y a eu, dès les années 30, au sein du mouvement sioniste révisionniste, il y a eu toutes sortes de clivages. Il y a eu des gens qui étaient plus modérés ou des gens qui avaient des idées différentes à tout point de vue. Il y avait une tendance, ce qu'on appelait les sionistes généraux, qui sont ralliés, qui sont rentrés dans le Likoud ensuite. Il y a eu des gens qui ont été plus à droite que Jabotinsky au moment de l'Irgun, au moment de la lutte armée en Eretz Israël. Donc il y a eu toutes sortes de scissions. Mais malgré tout, Jabotinsky reste la figure tutélaire qui projette son ombre sur qui éclaire plutôt tout l'ensemble des familles de la droite israélienne, et même au-delà de la droite israélienne. Je dirais qu'aujourd'hui, dans la vie politique israélienne, s'il y a un père fondateur qui est vraiment présent jusqu'à aujourd'hui dans la vie politique et dans la vie intellectuelle en Israël, c'est bien Jabotinsky. Et je pourrais en donner toutes sortes de preuves, même anecdotiques. Par exemple, le fait que l'année dernière, lors des mouvements sociaux, le boulevard Rothschild à Tel Aviv, il y avait le portrait de Jabotinsky, parce qu'il avait aussi une pensée sociale très développée. C'est peut-être une des choses sur lesquelles il a été le moins suivi au sein du Likoud, et peut-être c'était une des choses sur lesquelles il a été le plus trahi par Netanyahou. C'est une idée qu'on pourrait avancer. Mais il est très présent dans la vie politique et intellectuelle en Israël, et il n'y a pas un jour où le nom de Jabotinsky n'est pas cité dans la presse israélienne, sur Internet, où il n'est pas cité dans un discours à la Knesset. Évidemment, Netanyahou se réfère constamment à Jabotinsky, c'est pas étonnant avec le père qu'il a eu, mais vous avez très régulièrement des colloques qui sont consacrés à Jabotinsky, et très récemment il y avait encore une conférence très intéressante à Jérusalem, au centre Begin, sur le thème la muraille de fer et la pensée stratégique d'Israël. La muraille de fer, le titre fameux d'un article de Jabotinsky, qui est, je dirais, l'idée centrale de la dissuasion. C'est-à-dire que Jabotinsky, donc bien avant l'État d'Israël, bien avant Tsahal, avait compris que l'État juif ne vivrait pas sans une capacité de dissuasion, et il avait eu l'intuition, à une époque où beaucoup vivaient encore dans le rêve naïf d'une coexistence judéo-arabe, notamment les intellectuels évidemment de l'université hébraïque, qui étaient tous des membres du mouvement pacifiste Brit Shalom, comme Martin Buber ou Gershom Scholem, mais au-delà d'eux, même le mouvement sioniste socialiste lui-même avait aussi quelque part cette utopie pacifiste, partageait un peu à certains égards cette utopie pacifiste, et Jabotinsky était une des rares voix du mouvement sioniste qui a dit que l'État d'Israël ne pourrait pas être créé sinon
sous la protection d'une muraille d'acier qui ne désigne évidemment pas le mur de séparation qui existe aujourd'hui, parce que c'était au sens figuré, mais l'idée de la muraille d'acier, c'était l'idée d'une capacité de dissuasion. Donc c'était l'idée fondamentale que Israël ne pourra pas mettre fin à l'hostilité arabe qui existait évidemment dès cette époque, notamment à travers les fameuses émeutes arabes de 29 et 36 que Jabotinsky a vécues, ou même en 1920 lorsqu'il était à Jérusalem, qu'il a organisé l'autodéfense à Jérusalem. Donc il connaissait bien le problème de l'hostilité arabe et il avait eu cette intuition très jeune, très tôt, que l'État juif devrait avoir une capacité de dissuasion. Et donc, quelque part, ça rejoint ce qu'on a dit tout à l'heure sur la dimension militaire du sionisme de Jabotinsky. Alors, pour conclure, je voudrais dire quelques mots de Jabotinsky et le judaïsme, parce que c'est aussi un sujet sur lequel il a été beaucoup calomnié. Et récemment encore, j'ai vu sur Internet un cours d'un rabbin francophone assez connu, dont je ne voudrais pas dire le nom, qui était donc un rabbin qui est passionniste évidemment, et qui attaquait Jabotinsky en des termes assez insultants, en fait qui reprenait, je crois qu'il citait un rabbin israélien très connu, un rabbin Haredi, qui lui aussi attaque très souvent Herzl et Jabotinsky, parce qu'aux yeux d'une certaine fraction du monde orthodoxe en Israël, Herzl et Jabotinsky sont considérés comme des ennemis de la tradition juive. Et mon ami le professeur, le docteur Weiss a écrit il y a quelques années un livre très intéressant sur Theodor Herzl où il montre que les choses sont beaucoup plus complexes et que Herzl lui-même avait reçu une éducation juive, ou en tout cas avait été influencé par son grand-père et par des précurseurs du mouvement sioniste. Et donc on ne peut pas dire que Herzl était un juif totalement coupé de la tradition ou totalement assimilé. Et les choses sont un peu comparables dans le cas de Jabotinsky, même si ce n'est pas exactement la même situation, parce que Jabotinsky, qui a souvent été décrit comme un juif totalement laïque, totalement hostile au judaïsme, eh bien, en fait, les choses sont plus complexes, comme souvent, les caricatures sont toujours simplistes. Et en fait, Jabotinsky, qui avait grandi dans un foyer traditionnel, il raconte que sa mère faisait le Shabbat et les fêtes juives, et qui a reçu donc une certaine éducation juive, qui par exemple connaissait très bien le Tanakh, qu'il citait très souvent. Il a écrit son roman biblique Samson, et même au-delà, il a développé aussi une conception sociale qui est très marquée par la Bible, et notamment par l'idée du Yovel. Eh bien, Jabotinsky avait quelque part toujours gardé un certain respect pour la tradition juive, même s'il avait rejeté, comme la plupart des dirigeants sionistes de son époque, il avait rejeté le judaïsme du ghetto. C'est-à-dire, comme il le dit quelque part, ou comme le dit un de ses biographes, la religion juive, aux yeux des dirigeants sionistes, aux yeux des pères fondateurs de l'État d'Israël, c'était à la fois ce qui avait permis au peuple juif de subsister jusqu'à aujourd'hui, et c'était aussi le principal obstacle au sionisme, parce que quelque part, la religion juive, elle s'était accommodée de la vie en diaspora. Et donc, finalement, pour opérer la révolution mentale que constituait le sionisme, il fallait rejeter la religion. Donc, quelque part, c'était une étape nécessaire. On pourrait dire, si vous voulez, en reprenant un schéma dialectique, on dirait il fallait en passer par le rejet de la religion, et avant d'y retourner dans une troisième phase, dans une espèce de synthèse. Et c'est bien le cheminement qu'a suivi la pensée de Jabotinsky, parce que notamment à la suite de l'épisode d'Arlozorov et du Rav Kook que j'ai relaté tout à l'heure, eh bien, il a compris que la religion juive, c'était pas seulement la religion du ghetto, c'était pas seulement, si vous voulez, des oripeaux du passé juif, de la diaspora, qu'il fallait rejeter pour créer le nouvel hébreu et pour créer une nouvelle nation juive, hébraïque. Idée qui a d'ailleurs été poussée à son paroxysme par certains disciples de Jabotinsky, notamment le fameux Adolf Gourevitch, Uriel Gourevitch, qui était le fondateur du mouvement cananéen, qui lui aussi était un jabotinskien, et dont le fils Jabotinsky Eri était très proche. Et le fils Jabotinsky, lui, c'était vraiment un militant anti-religieux, cananéen, donc qui pensait qu'il fallait rejeter totalement la religion juive, qui était quelque chose de la diaspora, et que pour que le peuple juif devienne indépendant sur sa terre, il fallait se couper totalement du judaïsme de la galoute. Eh bien, lui, Jabotinsky, sa pensée était plus complexe, et elle a évolué à la fin de sa vie, au point qu'en 1935, lorsqu'il a fondé la nouvelle organisation sioniste, lorsqu'il a fait sécession au sein du mouvement sioniste, eh bien, il s'est allié, il a créé une espèce de tendance religieuse au sein de son parti, avec ce qui a suscité de vives oppositions. Il y avait un mouvement qui s'appelait Brit Yeshurun, qui était donc des sionistes révisionnistes, religieux, un petit peu comme des sionistes religieux d'aujourd'hui, mais qui étaient intégrés au sein du mouvement révisionniste, et qui étaient donc des gens qui respectaient
Torah et Mitzvot, et qui est en même temps des révisionnistes convaincus. Et ça a fait scandale à son époque. Il y a eu des gens qui ont claqué la porte du mouvement révisionniste parce qu'ils ont dit c'est une trahison, nous sommes un mouvement sioniste moderne éclairé et nous ne pouvons pas accepter des motions qui ont été portées, que Jabotinsky a défendu lors de ce fameux congrès de Vienne en 1935, en disant que le mouvement sioniste visait à établir un État juif en Eretz Israël et dans le respect de la tradition d'Israël. Il y avait une espèce de motion comme ça qui a fait scandale. Tout ça pour dire que Jabotinsky a évolué dans les dernières années de sa vie et que ce n'était pas seulement un revirement politicien. Ce n'était pas comme on voit aujourd'hui des alliances entre le Likoud et les partis religieux pour former une coalition. Ça allait bien au-delà de ça, parce que quand on connaît Jabotinsky, on sait qu'il était bien plus qu'un politicien, et quelque part il n'était même pas du tout un politicien, parce qu'il était prêt à faire sécession, et quelque part certains considèrent qu'il aurait pu prendre la tête du mouvement sioniste s'il avait été plus manipulateur, mais il était fidèle à ses idées, et donc il a réussi, je dirais, il a imposé ce rapprochement avec une tendance religieuse au sein du mouvement sioniste révisionniste, après avoir compris, je dirais, que le judaïsme n'était pas seulement un reste du passé, mais qu'il avait un rôle à jouer dans le futur État juif. Et je voudrais citer en conclusion quelques lignes d'un fameux article qu'il a écrit pour vous donner, pour illustrer ce que je viens de dire, pour illustrer l'intuition de Jabotinsky que quelque part dans le futur État juif dont il n'a pas vu l'avènement puisqu'il est mort en 1940, eh bien le judaïsme jouerait un rôle important. Et donc il a dit, toujours dans ce fameux congrès de fondateurs de la nouvelle organisation sioniste en 1935, il a dit que le but suprême du sionisme n'était pas seulement la création d'un État juif et la normalisation du peuple juif, c'est-à-dire le retour à Sion, mais qu'il y avait une phase suprême qu'il a appelée le sionisme suprême. Et le sionisme suprême, c'est dans ces termes qu'il l'a décrit, l'État juif n'est que la première phase de la réalisation du sionisme suprême. Après cela viendra la deuxième phase, le retour du peuple juif à Sion, donc ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Et ce n'est que dans la troisième phase qu'apparaîtra le but final authentique du sionisme suprême, but pour lequel les grandes nations existent, la création d'une culture nationale qui diffusera sa splendeur dans le monde entier, comme il est écrit, Ki mitzion tetze Torah, car de Sion sortira la Torah. Merci.